Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au lien entre art et argent. L'argent inspire et nourrit l'imaginaire des artistes depuis l'Antiquité et ses représentations souvent critiques ont beaucoup évolué au fil des siècles. Certaines œuvres ont parfois défrayé la chronique. Si certains artistes génèrent ou ont généré beaucoup d'argent grâce à leur art, d'autres ont parfois frôlé la misère. Quels sont les liens qui unissent l'art et l'argent ? L'art et l'argent sont-ils antinomiques ? Élément de réponse dans cet épisode. Vous pouvez retrouver les photos de certaines œuvres mentionnées dans cet épisode sur mon site internet richesse-illimité.com. Je mets un lien d'accès direct dans la description de l'épisode. Et si la thématique de l'abondance financière et de la relation à l'argent vous intéresse, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Faites de l'argent votre allié au service d'une vie épanouie et ou sa déclinaison sur Telegram, Richesse illimitée. J'organise également régulièrement un atelier en ligne gratuit pour libérer ses blocages avec l'argent en toute sécurité et aligner ses croyances et sa vibration sur la fréquence de l'abondance. Contactez-moi sur mon site internet ou sur mon compte Instagram Richesse illimitée pour y participer. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'argent. Je m'appelle Delphine, je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact ? Que se cache-t-il derrière le Graal argent ? Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Tout comme l'art, la monnaie a commencé à avoir une valeur fiduciaire, c'est-à-dire une valeur basée sur la confiance, à partir du XXe siècle. En effet, pour celles et ceux qui ne le savent pas, la monnaie des banques centrales n'est plus indexée sur les réserves d'or. Et la valeur de la monnaie dépend aujourd'hui de sa valeur faciale et non plus de son poids en métaux précieux. Elle repose donc en grande partie sur la confiance de ses utilisateurs envers l'organisme qui l'émet, qui est normalement le gouvernement ou la banque centrale du pays concerné. Savez-vous d'ailleurs que les pièces de monnaie actuelles ne sont pas composées avec les mêmes métaux ? Les pièces de 2 € sont composées de nickel et de cuivre. Les pièces d'1 euro, de cuivre, de zinc et d'aluminium. Les pièces d'1, de 2 et de 5 centimes, d'acier et de cuivre. Et les pièces de 10, 20 et 50 centimes, de cuivre, de zinc et d'aluminium. Cet aparté terminé, revenons au lien entre art et argent. Au moment où ces changements monétaires se mettent en place, la manière d'estimer la valeur d'une œuvre d'art va évoluer. Elle ne va plus être basée sur des critères d'esthétisme, sur les matériaux utilisés ou sur le temps passé par l'artiste pour la réaliser, mais sur quelque chose de beaucoup plus irrationnel, à savoir le désir des collectionneurs pour l'œuvre, la cote de l'artiste et les moyens de communication. Cela va commencer vers la fin du XIXe siècle avec l'arrivée des impressionnistes qui vont révolutionner le marché de l'art. D'abord critiqué et même moqué en France, l'art impressionniste va rencontrer un franc succès aux États-Unis grâce à Paul Durand-Ruel, le galeriste et marchand d'art qui a fait la renommée des peintres comme Monet, Renoir et Degas. Pour faire connaître ces artistes et les sauver de la misère, il va demander l'exclusivité de leur travail contre une rente mensuelle. Et il va envoyer leurs œuvres dans des expositions dans le monde entier, il va créer des revues artistiques, s'associer aux investisseurs et aux banques pour financer les œuvres et créer un réseau de galeries à l'international. En quelque sorte, Paul Durand-Ruel a inventé le métier de marchand de tableaux tel qu'il existe aujourd'hui. Ce qui est également intéressant, c'est que Paul Durand-Ruel achetait vraiment par amour de l'art et non pas pour l'argent. Il a d'ailleurs frôlé la ruine à 2 reprises
et il disait que s'il avait voulu gagner de l'argent en vendant de la peinture, il n'aurait pas vendu de la peinture impressionniste parce qu'il savait très bien quelle peinture avait de la valeur financière à son époque. Nous ne pouvons pas parler de monnaie et d'argent sans évoquer l'or, ce métal précieux considéré comme sacré. Les premiers bijoux en or datent de 2600 avant notre ère, et les Égyptiens l'utilisaient pour décorer les tombes de leurs souverains, comme par exemple sur le sarcophage de Ramsès III. L'or était utilisé pour honorer les dieux, pour symboliser le pouvoir, pour transporter les richesses, pour acheter les vivants, et il accompagnait aussi les morts dans leurs tombes. La fascination pour l'or a inspiré de nombreux mythes qui ont dénoncé la cupidité, comme par exemple l'épisode du veau d'or, qui marque le rejet de la vénération des idoles, ou l'histoire du roi Midas, qui obtint de Dionysos, le dieu du vin, le pouvoir de transformer tout ce qu'il touchait en or, à tel point qu'il ne pouvait plus ni boire ni manger. Son entourage s'était métamorphosé en statue dorée, et pour conjurer le sort, Dionysos l'autorisa à plonger les mains dans la rivière Le Pactole, située aujourd'hui dans l'actuelle Turquie. Et le sable s'est gorgé de paillettes et de pépites d'or. D'où l'expression « toucher le Pactole ». De nombreux artistes ont également illustré le mythe de la jeune princesse Danaé, enfermée par son père dans une tour, suite à un présage l'informant que son enfant le tuerait. Mais Zeus est tombé amoureux de Danaé et il s'est métamorphosé en pluie d'or pour la conquérir et la féconder. C'est d'ailleurs probablement de là que vient l'expression « couvrir une femme d'or ». Influencés par la morale religieuse, les artistes ont souvent dénoncé l'avidité pour l'argent, les amours vénales, les métiers liés à l'argent, et ils montraient les inégalités sociales. Avec l'avènement du capitalisme financier, les artistes vont prendre conscience qu'ils font partie d'un système économique. Certains vont avoir un rapport provocateur et décomplexé vis-à-vis de l'argent. C'est notamment le cas de Salvador Dali, qui avait un sens aiguisé des affaires et qui répétait sur les plateaux télé « Aimer l'argent comme je l'aime, c'est rien moins que du mysticisme ». Dans son autoportrait en Mona Lisa, il désacralise la Joconde de Léonard de Vinci, qui est le tableau le plus connu au monde et aussi le plus cher au monde, avec une estimation entre 1 et 2 milliards d'euros. Il se représente à sa place avec des billets dans les mains. À l'époque, André Breton avait surnommé Dali Avida Dollar, un surnom qu'il a formé avec les lettres de son nom. Et Dali avait expliqué plus tard, je cite, « C'est une anagramme qui était magique et qui m'a apporté une chance extraordinaire, car depuis, la pluie d'or a commencé à tomber sur ma tête comme une divine diarrhée monotone. » On retrouve aussi un rapport décomplexé vis-à-vis de l'argent chez Andy Warhol, qui disait que faire de l'art, c'est faire de l'argent. Pour le roi du pop art, qui est issu d'une famille pauvre et issu de l'immigration tchèque de Pittsburgh, en Pennsylvanie, aimer faire de l'argent a été une manière de prendre une revanche sur la vie. Dès 1962, il sérigraphie des billets de banque. Et quoi de plus emblématique comme objet de consommation de masse que le billet de banque qui permet justement les échanges de produits et de services. 20 ans plus tard, il représente le signe du dollar seul, et donc dissocié de sa valeur, ce qui est une manière d'illustrer l'omniprésence de l'argent dans nos sociétés. L'ancien dessinateur publicitaire a donc su faire de son art un produit de consommation lucratif. Avec 590 millions de dollars d'œuvres vendues en 2022, Andy Warhol occupe, 36 ans après son décès, la première place au classement mondial des enchères d'art, devant Picasso et Francis Bacon. Certains artistes vont également poser la question du lien entre le corps de la femme et sa monétisation. C'est le cas notamment du baiser de l'artiste d'Orlan qui a fait scandale en 1977 à la Foire internationale d'art contemporain à Paris, car l'artiste a fait intrusion sans y être invité. Son œuvre présentait sur un piédestal 2 photographies en taille réelle d'Orlan qui illustraient la femme sainte d'un côté et la femme prostituée de l'autre. Les visiteurs avaient le choix entre allumer un cierge pour la sainte ou introduire une pièce de 5 francs dans le buste nu de l'artiste qui était peint sur bois, en échange d'un French kiss d'Orlan, qui était assise derrière le panneau.
on pouvait voir la pièce descendre jusqu'au niveau de l'utérus. L'œuvre a été interdite et dès le lendemain, l'artiste a perdu son poste aux Beaux-Arts. La Vénus au dollar d'Armand est un autre exemple qui illustre la monétisation du corps de la femme. L'œuvre représente la déesse de l'amour et de la beauté, réduite à une apparence corporelle de femme remplie de billets. Et le mythe de Danaé, dont nous parlions en début d'épisode, incarne le fantasme masculin de domination de la femme, entretenu et à disposition de l'homme. L'art est aussi un marché complexe qui peut paraître inaccessible à celles et ceux qui n'en connaissent pas les codes, même s'il se démocratise depuis quelques années. Avec l'avènement d'Internet, le marché de l'art s'est digitalisé et les enchères en ligne ont permis de conquérir de nouveaux clients en s'affranchissant des distances et des fuseaux horaires. En 2022, les ventes d'œuvres d'art dans le monde ont progressé de 3% par rapport à 2021 et atteint 67,8 milliards de dollars, soit 72 milliards d'euros, ce qui dépasse les ventes d'avant la pandémie. Pour certains investisseurs, l'art représente un placement plaisir qui peut permettre de se constituer un patrimoine et de le diversifier. Il faut savoir que la détention d'œuvres d'art ne supporte aujourd'hui aucune fiscalité. La taxation intervient à la revente et la vente n'est imposable qu'au-delà de 5 000 €. Et selon ArtPrice, en 2018, près de 80% des ventes portaient sur des œuvres à moins de 5 000 $. Depuis juillet 2023, il est possible de devenir actionnaire d'un tableau de maître sur Artex, qui est une bourse d'échange d'actions régulée au Liechtenstein. Et la première œuvre à avoir été mise en vente est le fameux triptyque de Francis Bacon, 3 études pour un portrait de George Dyers, qui a été peint en 1963. Si vous souhaitez investir dans l'art, il y a certaines précautions à prendre. Notamment, vérifier la cote de l'artiste. Investir dans l'art ne garantit ni le rendement ni le capital investi. La cote d'un artiste peut s'effondrer et ce type d'investissement présente donc un risque de perte en capital. Le vendeur doit également remettre à l'investisseur le certificat d'authenticité de l'œuvre qui atteste de la provenance de l'œuvre et de l'artiste. Et sans ce document, ce sera compliqué de revendre l'œuvre. Il y a aussi différents frais à prendre en compte. Premièrement, la rémunération ou la commission de la galerie, de la maison de vente ou de l'agence en ligne par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur acquiert l'œuvre. Deuxièmement, le transport de l'œuvre et l'assurance associée à son transport. Troisièmement, l'assurance spécifique contre les risques de vol et d'incendie qui est indispensable pendant toute la durée de détention de l'œuvre. Et enfin, la TVA. Aujourd'hui, c'est difficile de parler d'art et d'argent sans mentionner les NFT qui révolutionnent le monde de l'art. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un NFT ? Un NFT, c'est un certificat numérique de propriété qui désigne un objet unique, que ce soit une musique, une image ou un personnage de jeu vidéo, et qui donne toutes les informations sur l'objet. Son auteur, combien il l'a vendu et à qui. L'information est encryptée sur la blockchain, ce qui permet aux artistes de présenter leurs œuvres numériques sur Internet et de les vendre directement aux acheteurs. Les NFT peuvent aider des artistes à sortir de la précarité. C'est le cas de Takashi Murakami, qui est l'un des artistes les plus cotés au monde et que l'on surnomme le Andy Warhol japonais. Il avait annoncé être en faillite en 2020. Et suite à cela, il s'est lancé dans les NFT et ses collections de NFT connaissent un grand succès. Les avis sur les NFT sont toutefois partagés parce que les NFT représentent certes une évolution en termes de commercialisation de l'art, mais les NFT n'existent que virtuellement. Et les NFT ne sont pas régulés. Tout passe par la blockchain et en cas de mot de passe oublié, il est impossible de récupérer son mot de passe. De nombreuses petites NFT se sont ainsi retrouvées orphelines et ne pourront plus jamais être achetées. À chacun donc de se faire son opinion sur ces évolutions technologiques et sur l'avenir des NFT. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais revenir sur la relation à l'argent des artistes. Il est assez fréquent de rencontrer des artistes qui peinent à générer des revenus avec leur art. À la question « Est-il possible de vivre de son art ?», la réponse est oui, puisque comme nous l'avons vu dans cet épisode, des artistes y sont parvenus et y parviennent encore aujourd'hui. Mais certaines croyances limitantes sont très répandues chez les artistes.
Par exemple, les artistes qui gagnent énormément d'argent sont des vendus, ou l'argent corrompt la véritable expression créative. Inconsciemment, il y a aussi certains artistes qui peuvent se sentir coupables de gagner de l'argent entre guillemets facilement en faisant ce qu'ils aiment, alors que d'autres personnes se tuent à la tâche. Identifier et transformer ces croyances limitantes est vraiment une piste à explorer pour les artistes qui aspirent à gagner plus d'argent. Et je terminerai en disant qu'en langage des oiseaux, l'argent, c'est l'art des gens. C'est l'art de se mettre en relation. Et en tant qu'artiste, comme dans toute autre profession, il est important de faire connaître son travail et de réseauter. Car c'est l'humain qui fait circuler l'argent. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a intéressé. Vous pouvez retrouver certaines des œuvres mentionnées dans cet épisode sur mon site internet richesse-illimitée.com. Je mets un lien d'accès direct dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me soutenir dans la réalisation de ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter sur iTunes et sur YouTube et à lui donner une jolie note. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Faites de l'argent votre allié au service d'une vie épanouie qui est sur Facebook et sur Telegram. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Les Dessous de l'argent.